Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, on veut avoir l'avis des militaires sur cette séquence législative. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va gagner? Alors bon, ça... On ne sait pas, on n'a pas une boule de cristal, mais qu'est-ce qui va se passer malgré quelques partis qui puissent gagner? Je reçois aujourd'hui, donc, je suis à ma droite, capitaine Fabre Bernadac et Gérard Hardy. Bon, vous êtes quand même ancien militaire. Oui. Je peux quand même donner un grade ou pas? Oui, moi j'ai fait une carrière de sous-officier, si ça va. C'était quoi, lieutenant? Non, une carrière de sous-officier, ça va de sergent à major. Ah, major. Lieutenant, c'est au-dessus ou C'est au-dessus, c'est juste au-dessus. C'est juste premier au-dessus. grade de quand même que tu connaisses un minimum, là. Franchement, ouais, je suis pas très bon, là, aujourd'hui. J'ai fait carrière dans les troupes de marine et des unités parachutistes. Bon, capitaine Fabre Bernadac, vous êtes président de Place d'Armes, qu'on connaît tous. Tiens, on va revenir à la genèse de cette lettre qui a fait justement frémir l'État, hein, parce que, rappelons-nous, hein, cette lettre est sortie, je crois, il y a 3 ans. 3 ans, un peu plus de 3 ans. Déjà 3 ans, c'est quand même pas rien. Et on a parlé, M. Mélenchon a parlé de séditieux, de putsch des généraux. Tiens, faisons un peu la genèse de cette lettre. Pourquoi cette lettre, déjà? Et qu'est-ce qu'elle disait aussi? Cette lettre, en fin de compte, je venais d'écrire un livre. Et j'avais dans l'idée de résumer un petit peu ce livre, et puis parce que je voyais monter les périls, en expliquant que si on continuait tel que c'était parti, eh bien nous allions terminer vers une guerre civile. Et l'idée, c'était d'adresser cette lettre, au départ, aux militaires, parce que je pense que quand on parle de guerre, même guerre civile, c'est d'abord les militaires qui sont... Et puis je pense que les militaires sont totalement au courant de ce qui se passe. Ils sont peut-être plus au courant parce qu'ils ont une vision déconnectée de la réalité politique, des partis politiques. Et donc c'est ça qui est intéressant. Et ils ont aussi une logique tactique. Et ça me paraissait intéressant. Donc j'ai fait cette lettre. Et cette lettre, par chance, et d'ailleurs aussi grâce à Gérard qui est ici, elle a eu un grand succès. Et je vais reprendre les chiffres. Elle a eu à peu près 27 000 militaires, dont 61 généraux, alors, de réserve, hein, tout ceci évidemment, qui ont signé cette lettre, puisqu'on a demandé à ce qu'on la signe, et ensuite on est passé dans les civils, parce que les civils nous ont dit, mais pourquoi nous aussi, on ne pourrait pas avoir un avis sur cette lettre? Et donc les civils ont eu un avis, on a créé une structure spécifique pour eux, et il y a plus de 100 000 civils qui ont répondu de la même manière. Et le dernier point auquel je tiens, c'est qu'on a eu tellement de succès qu'il y a eu un sondage qui a été fait sur la lettre, et que ce sondage a donné 58% des Français qui adoubaient la lettre. Et ça, pour nous, c'était considérable. Hein. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai 3 fois le chiffre de M. Macron de ce qu'il représente en France. Hein. Il représente à peine 20% des Français, quoi. Mais tiens, cher Gérard Hardy, pour revenir à cette lettre, déjà avant, vous sentiez que il fallait écrire, il fallait que les militaires, malgré tout, disent quelque chose? Alors en fait, juste avant que Jean-Pierre ne publie cette lettre, moi j'avais déjà fondé une structure au sein de laquelle on avait pas mal d'anciens militaires, et notamment pas mal d'anciens généraux. Et c'est vrai que ça, au moment où c'est arrivé, ça correspondait à une attente, vraiment. Les gens on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, hein, on entend évidemment tous les corps de l'État, de la société s'exprimer sur l'actualité, les militaires jamais. Et je me souviens d'un des généraux qui m'avait dit, voilà, j'ai fermé ma gueule toute ma vie, maintenant, si je peux pas l'ouvrir maintenant, ce sera quand? Maintenant que je suis en retraite, voilà. Donc c'est vrai que ça correspondait vraiment à un besoin d'expression de la part des anciens militaires, et puis à une attente du public. Justement, comment vous expliquez que les gens attendent justement cette parole militaire? Je pense que c'est simple, c'est qu'ils ne font pas confiance aux politiques. Et si vous ne faites pas confiance aux politiques, les seuls qui ont des valeurs, hein, la loyauté, l'honnêteté, le courage, ce sont les militaires. Du moins, c'est comme ça qu'on les voit. Faut pas oublier quand même que c'est le seul corps où, lorsque vous signez, comme on dit en bas à droite, vous signez aussi pour, s'il le faut, donner votre vie. Et donc ça c'est quelque chose qui touche le civil, parce qu'il se dit, eux, ils vont jusqu'au bout. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Si on leur demande d'aller jusqu'au bout, ils iront jusqu'au bout. Donc ça nous rehausse.
Et c'est pour ça que c'est certain que l'histoire de France, elle est faite de coups d'État, elle est faite de militaires qui sont passés par là, hein, depuis Napoléon. Et donc, c'est sûr que quand tout va mal, on va vers le père. Et la notion du père va très bien avec la notion du militaire, hein, qui est un peu celui qui est au-dessus de la mêlée et qui dit à un moment donné, ça suffit maintenant. Alors, dans le détail, qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre, déjà ? En fin de compte, cette lettre, elle parlait du délitement de la France. Elle donnait des exemples de délitement de la France par rapport à la fois au wokisme, par rapport à l'islamisme, et aussi à cause de la haine qu'il y avait eu. Vous vous souvenez, il y avait eu les Gilets jaunes peu de temps avant, et en 10 ans, on en était arrivé à des forces de l'ordre on leur avait demandé de rentrer dans l'art des Gilets jaunes. Et donc, l'idée, c'était de dire, vous voyez tout ça, j'ai pas une boule de cristal, mais tout ça, ça veut dire qu'il va se passer des choses graves un jour, et qu'il faut rétablir. Hein, il faut rétablir un équilibre. Et c'est ce qu'on demandait à l'État. Nous, on n'était pas là pour dire à l'État bienvenue, chouette, il va y avoir une guerre civile. Au contraire, on était là pour leur dire attention, si on ne fait rien, nous allons vers la guerre civile. Mais nous sommes très heureux de voir que le président Macron vient de dire ce qu'on disait il y a 3 ans. Voilà. Vous étiez précurseur, quoi. On était évidemment précurseurs et en la matière, on ne voulait pas trop nous entendre à ce moment-là. On a été, on va dire, non pas ignorés, parce que l'initiative, la démarche n'est évidemment pas passée inaperçue. En revanche, on espérait un retour, une réponse des dirigeants. Et la réponse, ça n'a été que du mépris. Voilà. C'est-à-dire mépris, comment ça quand on parlait de charentaise, c'est ça ? Voilà. Bien sûr, des généraux en charentaise, et puis d'une initiative de factieux. Il n'a jamais été question d'être factieux ou d'être même pas révolutionnaire. C'était simplement un cri d'alerte. Alors, vous avez utilisé ce terme guerre civile, c'est quand même un terme puissant. Là, aujourd'hui, on est jeudi 4 juillet, on est en direct. Ça veut dire que vous croyez que vraiment on rentre là dans une période de guerre civile ? Alors, moi, je ne suis pas comme le président de la République. Je pense que... voilà la phrase que je vais vous reciter cette phrase parce qu'elle est importante. C'était juste la fin de la lettre. Hein. On le voit, il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain, la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. Donc c'était encore une fois une épée de Damoclès. On ne disait pas nous allons rentrer en guerre civile, nous disions attention. Moi je pense, quand je vois le président de la République parler de guerre civile, j'ai l'impression d'une personne qui ne sait pas ce que c'est que la guerre civile. Il dit n'importe quoi. La guerre civile c'est quelque chose de très complexe, qui ne se fait pas, qui n'a pas lieu comme ça brutalement par un signe de tête ou par quelques incidents qui se produisent. Il y a des explosions d'abord à répétition qui se font. Et puis il y a de l'armement qui se fait. Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui peut arriver. Oui, ça je le dis. Mais c'est pas quelque chose qui est là pour demain. C'est quelque chose qui est là pour après-demain. Et le président de la République, lui, a voulu le dire, c'est pour demain, de telle manière à pouvoir jouer sur une élection législative. C'est pour ça qu'il l'a fait. C'est quoi son objectif, en fait, de dire que c'est pour demain ? C'est parce qu'il veut faire peur sur le vote Rassemblement National. Allez, disons-le, quoi. C'est ça, il veut faire peur. Il veut faire peur de telle manière à ce que... je crois que toutes ces élections sont bâties sur la peur. D'ailleurs, moi, j'ai fait un texte où je dis aux gens, n'ayez pas peur. Parce que je pense qu'en effet, tout le problème est de faire que les gens aient peur. Et quand les gens ont peur, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils se tournent vers l'autorité naturelle. Enfin, naturelle, elle est plus très naturelle, c'est-à-dire le président de la République, comme espèce de garde-chiourme, de celui chez qui on va derrière les jupes de la mère ou de la grand-mère. Il y a ce phénomène. Il a essayé par tous les moyens de faire que une majorité de gens deviennent une minorité. Le but était de minoriser toute cette population française, ces gens du monde rural, ces gens de la France profonde, ces gens de la France périphérique, de telle manière à ce qu'ils aient peur.
Ça, c'est ça qui est grave. D'ailleurs, nous, on essaye, on en parlera certainement tout à l'heure, de réagir à ça en créant des structures, en créant notamment une structure, en voulant créer une structure pour leur dire n'ayez pas peur. L'idée de départ, c'est que nous sommes la France profonde, mais en même temps, nous sommes la majorité silencieuse. Eh bien, nous, on veut que les gens passent de la minorité silencieuse de la majorité silencieuse à la majorité visible. Il faut que les gens qui pensent comme nous se visibilisent. Excusez-moi. Mais pourquoi ils ne le font pas aujourd'hui? Parce qu'on revient au toujours la peur. La peur. Toujours la peur. La peur. De peur du crédit, du patron, de la société, de LBD, de tout. Ce qui est extraordinaire, c'est que si vous faites partie du Front populaire, je rappelle quand même que le parti communiste, qui porte le même nom que le Parti communiste d'Union soviétique, c'est 25 millions de morts, eh bien, c'est pas grave. Mais de l'autre côté, si vous voulez, il y a une peur, et la peur, c'est parce qu'ils ont compris que les rouages sont tenus par cette France, je dirais, antidémocratique qui est aujourd'hui cette France de Macron alliée à la France de Mélenchon. Et par conséquent, ils se disent, demain je peux perdre mon emploi, demain je peux perdre mes amis, demain je peux être montré du doigt, je ne peux plus vivre caché, vivons heureux, vivons cachés, c'est fini. Et je crois que c'est ça. Et ça, la chose essentielle qu'on a à faire pour gagner, c'est, en dehors du problème des élections, c'est de casser cette peur. Voilà. Mais on voit, cher Gérard Hardy, que cette élection, ça va être bientôt l'alliance entre les altermondialistes et les mondialistes, mais contre les patriotes. Oui, évidemment. Là, je vais reprendre un petit peu la discussion qu'on avait avec Jean-Pierre juste avant de venir. Ces gens, en fait, on a l'impression, bien sûr, que c'est une alliance contre nature, au moins en surface. Mais en réalité, il y a quand même des choses en commun. Et les deux choses principales que ces gens ont en commun, c'est évidemment la détestation des mouvements patriotes, et puis surtout la détestation des frontières. Certains par idéologie, d'autres par volonté ultra-libérale, on va dire, mais la détestation des frontières et la déconstruction de la nation. Mais vous savez, j'ai vu, avant de faire l'émission, une statistique qui date de Lionel Jospin sur le nombre d'immigrés qui venaient par an en France. Et sous Macron, il y en a 4 fois plus. Bien sûr. 4 fois plus mais que sous Jospin PS. Mais pour les premiers, c'est une manne, j'allais dire, électorale et idéologique. Pour les seconds, c'est une manne de force de travail. Et un abaissement du coût des salaires. Voilà, bon, c'est une vérité que maintenant tout le monde connaît. Donc altermondialiste et mondialiste, c'est la même face en fait. L'objectif n'est pas le même, mais la manière d'y arriver, c'est ce que l'extrême gauche appelle la convergence des luttes. Et justement, vous croyez, cher capitaine Fab Bernadac, que l'élection peut être volée par ces gens? Volée dans le sens où on ne respecte pas la majorité, oui. Parce que je pense que, je crois que le bloc moi ce que j'appelle le bloc patriote a fait 12 millions de voix. Je ne pense pas qu'au deuxième tour, il y ait une structure, quelle qu'elle soit, qui fasse 12 millions de voix. Donc on voit bien que c'est ce premier tour qui est important au niveau du nombre des voix. Et ce premier tour va être volé. Hein. C'est du moins ce qu'on entend de plus en plus dans les sondages et dans une réalité qui va nous arriver dimanche. Donc c'est pour ça que l'idée que nous avons, nous, c'est de laisser cette structure. Encore une fois, on n'est pas affilié à un parti politique. On est politique, dans la mesure où on est patriote, donc on a des idées, on a une doctrine, sinon on ne serait pas patriote. Mais notre substantifique moelle, c'est de dire, laissons de côté les partis, et essayons de mettre ensemble tous ces gens qui ne supportent plus qu'on s'en prenne à leur vie, qu'on s'en prenne à leur culture, qu'on s'en prenne à leurs racines, qu'on s'en prenne, en fin de compte, tout simplement à la France. Je voulais juste rajouter que l'histoire se répète. Rappelez-vous 2017,
il y avait eu une grande primaire ouverte de la droite, où M. Fillon, je crois, avait récolté 4,5 millions de voix, et où il fallait flinguer M. Fillon au profit de monsieur Macron. Après, quel que soit ce qu'on pense de M. Fillon, hein, voilà. Et j'ai l'impression que l'histoire se répète encore aujourd'hui avec ces législatives. En fait, le système a une capacité de survie, hein, et à partir du moment où le système voit le danger, eh bien, ils sont prêts à inventer n'importe quel moyen de contournement. En l'occurrence, quand les Français votent mal, eh bien, il s'agit de les punir et de changer les règles du jeu. Le seul but, en réalité, des gens qui sont actuellement aux affaires, c'est tout simplement d'y rester. Mais justement, comment aujourd'hui on fait pour, comme vous, là, vous avez place d'armes, comment on fait pour fédérer les gens? Nous, notre idée, c'est de passer à autre chose que les élections. Les élections, non, c'est pas ça, mais une fois qu'on a dit on est pour le bloc patriote, voter pour le bloc patriote, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, une fois que ceci sera terminé, notre idée, c'est de créer des comités de vigilance patriotique. D'accord. Les comités de vigilance patriotique, on veut les créer dans chaque canton. Et on veut, quand c'est possible d'ailleurs, mettre des anciens militaires parce que ce sont des gens structurés, qui connaissent, qui savent ce que c'est que la tactique dont on parlait tout à l'heure et qui peuvent à ce moment-là aider. Et ces comités de vigilance patriotique, d'abord, je dirais que leur premier but, c'est de se réunir. On parlait tout à l'heure de visibilité. Moi, je crois que l'essentiel, c'est que les gens, entre eux, se disent « Mais toi, tu as voté ?» Ben oui, moi, j'ai voté de la même manière. Tiens, on pourrait parler, on pourrait faire des barbecues ensemble, Voilà. C'est déjà cette notion d'amitié, de solidarité, de loyauté entre soi, de retrouver des valeurs qu'on connaît dans l'armée et qu'on peut distiller dans le civil, parce que ce sont des valeurs nobles. Et je crois que c'est ça. Et comme nous sommes en dehors des structures de partis politiques, c'est un intérêt certain. Et que ces gens peuvent se retrouver en se visualisant l'un l'autre et se dire, en fin de compte, je ne suis pas seul. Parce que c'est ça le problème. Pour l'instant, ils se sentent seuls. Parce que quand ils écoutent les médias, quand ils voient la presse et la télé, la radio, ils ont l'impression d'être seuls. Ben non, ils ne sont pas seuls. Regardez le voisin de chez vous, il pense comme vous. Regardez le type de l'étage au-dessus, il pense comme vous. Et quand petit à petit, ils vont se visualiser, ils vont se fortifier. Ils vont prendre plus de force. C'est pour ça que c'est le point de départ. Je ne dis pas que c'est que ça qu'on veut, mais c'est le point de départ de ces comités de vigilance patriotique. Mais est-ce qu'on vous laissera faire? Parce que c'est ça le truc. Rappelez-vous, vous deviez faire cette grande manifestation et on vous en a empêché. D'ailleurs, j'étais même là et je me rappelle très bien lorsque vous avez fait votre conférence de presse. Alors la police, alors je ne sais plus quel corps de la police, venait... la Bravem. Voilà, la Bravem venait avec ses mandats, 135 € pour chaque personne qui sortait. On est sur autre chose là, Michael. Effectivement, la manifestation, quelle qu'elle soit, elle est soumise à une déclaration en préfecture et à une approbation, à une validation. Elle est acceptée, autorisée ou pas. Oui, mais même quand c'est pas autorisé pour les Traoré, c'est quasiment accepté, quoi. Certains passent au-delà et effectivement, les gens qui sont aux affaires l'autorisent. Donc, on dénote là une certaine complicité, ou complaisance, on va dire, complaisance. Bon, là, en l'occurrence, pour ce que Jean-Pierre évoquait, c'est-à-dire la mise en place de ces comités de vigilance patriotique, donc comme il le disait, qui seront mis en place à partir de lundi matin dans tous les cantons de France. Nous allons initier cette démarche-là. Là, on ne demande rien à personne. Il n'y a pas besoin, pour que des gens puissent se réunir, il n'y a pas besoin d'autorisation encore, jusqu'à maintenant. Voilà. Donc on est sur autre... Oui, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. On est sur autre chose. Jusqu'à ce jeudi. Je voulais rebondir sur cette notion justement de cohésion, hein, de relation. En fait, c'est l'humain qui est au cœur de ce dispositif au départ. Là. Moi, j'ai tendance toujours à dire que le premier acte de résistance, c'est le barbecue. Il faut déjà que les gens se rencontrent, se connaissent, pour avoir confiance les uns les autres et pouvoir organiser des choses derrière.
Voilà. Pourquoi ils ne se rencontrent pas? Parce que, alors Jean-Pierre parlait de gens qui se sentaient seuls, et évidemment, les gens ne sont évidemment pas seuls, les patriotes ne sont pas seuls, ils sont isolés souvent, c'est pas la même chose. Être seul et être isolé, c'est pas la même chose. Or, il faut prendre conscience que toute cette population-là, elle a son mot à dire d'abord, et qu'elle pèse quelque chose. Aujourd'hui, les truchements politiques d'entre-deux tours vise à invisibiliser cette population qui est pourtant majoritaire ou en tout cas une très forte minorité. Voilà. Bon, il faut passer à autre chose. Il y a, encore une fois, les partis politiques ont leur raison d'être. La vie associative et l'humain existent aussi au-delà des élections et des partis politiques. Et le combat continue entre chaque appel aux urnes. Malgré tout, nous sommes quand même en période électorale. Comment vous voyez ce lundi 8 juillet ? En fin de compte, je pense que ça va dépendre des résultats. Je ne suis pas Madame Irma, je ne vous dirai pas ce qu'il en est des résultats. Mais c'est évident qu'il y a un pouvoir de pression considérable que peut exercer déjà le Front populaire. Il peut lancer ses troupes. Alors on dira, non, mais c'est pas nous, c'est les Black Blocs qui ont tout ça, mais on le sait très bien, ou c'est les Traoré. Mais derrière, c'est ça. Et là encore, toujours cette même notion de peur, parce que quand vous voyez ces gens-là, le type qui les voit, il se dit, mais si j'étais en face, mais j'en prendrais plein la tronche. Et d'ailleurs, ils en prennent plein la tronche. Les histoires de Crépol, ça pullule maintenant. Donc c'est évident que ça, c'est le premier point. Le deuxième point est beaucoup plus subtil, c'est que si ils arrivent à faire que toute cette frange patriote soit mise de côté, alors moi je pense qu'ils auront gagné une première étape, et à ce moment-là, ils seront plus calmes. Vous allez voir que brutalement, il va y avoir moins de manifestations dures ou autres. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Attention, si vous votez mal, pour eux voter mal, ça veut dire voter patriote, si vous votez mal, on fait descendre nos chiens de garde dans la rue. Et c'est vrai que c'est une chose que les Français sont sensibles. Comme eux, ils ont... C'est-à-dire que l'électeur, dans son isoloir, va se dire « Ouais, mais c'est possible, si je vote Rassemblement National, lundi, je vais avoir la révolution et donc il faut que j'évite ça. » Pas la révolution, mais je vais avoir des troubles, oui, absolument. Donc il faut que je l'évite. Et alors, il y a deux solutions. Moi, je pense que ça sera la solution majeure. Mais il peut y avoir aussi, parce qu'il y a un tel ras-le-bol, on le voit, le type qui dit puisque vous voulez ça, moi, je vais pas le faire. C'est-à-dire que moi, je vais, malgré tout, voter pour. On le saura dimanche soir. Mais je crains fort que cette notion de peur existe. Elle est de moins en moins vraie. Mais je pense que c'est ça qu'il faut casser. C'est cette notion de peur qui rend les gens, vous savez... c'est mettre la tête dans le sable, quoi. Je veux rien savoir de ce qui se passe. Qu'en pensez-vous ? Sur cette notion de peur, c'est une évidence, bien sûr. On a même été, je l'ai entendu pendant qu'on était en chemin, justement, j'ai entendu que même les JO pourraient être remis en cause si la sécurité n'était pas à son maximum, entre parenthèses ou entre guillemets, ça voulait dire si les résultats des élections ne sont pas conformes à ceux qui sont attendus. Voilà. Donc c'est une menace à peine voilée. Si les Français votent mal, ce sera des émeutes, ce sera la remise en cause du peu de confort qui vous reste. Bon, c'est d'un niveau qui est très contestable. Alors vous parlez de peur, comment on fait pour ne pas avoir peur ? Comment on fait ? On se groupe, c'est ce que nous essayons. Parce que la peur, c'est parce qu'elle est individuelle et on vous individualise. Mais si vous êtes ensemble, si vous êtes 5, 10, 20, et que si vous voyez, et si vous allez prendre conscience de votre force à partir de ce moment-là, vous allez prendre conscience que vous pouvez agir, vous pouvez agir sur tout ce qui est, je sais pas, par exemple, les atteintes à la sécurité, les atteintes à la souveraineté, les atteintes au niveau des problèmes d'immigration dans votre coin, et à partir de ce moment-là, vous allez prendre force petit à petit. Vous savez, au départ, c'est sous forme d'un petit caillou, et puis petit à petit, ce petit caillou, il peut grossir, et il peut faire une barrière infranchissable, qui fait qu'à un moment donné, la France telle qu'elle est ne peut plus être submergée
par, non pas, je ne parle pas des migrants, mais être submergés par toute cette propagande mondialiste et altermondialiste, hein, comme l'a dit Gérard. Mais cette propagande, elle influe, est-ce qu'elle influe encore? Parce que souvent, les gens me disent « Ah ben non, elle n'influe pas », mais moi j'ai l'impression que si. J'ai revu là les derniers sondages. Alors qu'on parlait au second tour pour les Patriotes, en gros 290, peut-être même parfois 300 députés, là on donne un maximum de 220 députés. Ça veut dire que déjà 80 de moins. Donc j'ai l'impression que ça influe, toute cette propagande. Alors ça influe d'abord. D'abord, je pense que les gens du Front populaire sont des gens disciplinés. Ils devraient avoir un côté militaire peut-être. Mais ils sont disciplinés. Quand on leur dit « vous votez pour », ils votent pour. Je crois que le problème est plus pour les têtes pensantes. Pour le lambda moyen, il reste encore l'antre du fascisme et de ce genre de choses. Mais pour les penseurs de plus loin, il est évident que pour eux, l'intérêt, c'est de casser une structure qui peut les empêcher d'aller jusqu'à la révolution. Parce que moi, je crois que ce qu'ils veulent derrière, ils parlent de 6e République, mais dans la 6e République, c'est de casser le système. C'est-à-dire ? Casser le système, ça veut dire tout simplement arriver à ce que le wokisme, le progressisme et l'islamisme, parce qu'ils sont ensemble pour l'instant, arrivent au pouvoir. Parce qu'ils ont des troupes. Et ils ont remplacé le français pauvre ou le français moyen ou le français des classes inférieures. Ils l'ont remplacé, on le sait très bien, depuis maintenant quelques années. Ils l'ont remplacé par toute cette structure, à la fois ces bobos d'un côté et ces islamistes de l'autre. Vous avez vu les résultats des élections en Seine-Saint-Denis ou ailleurs. Et ça, pour eux, c'est essentiel. Or, si demain, les patriotes venaient au pouvoir, eh bien, on pourrait montrer quelque chose d'autre, et ça serait embêtant parce que ça pourrait durer un moment, quelques années, et ça, ils veulent pas. Ils veulent montrer que tout va mal, que tout fout le camp, et que par conséquent, ils sont là derrière pour impulser quelque chose de nouveau et d'actif. Ce sont des activistes. On a un clivage, j'ai l'impression, c'est France anti-France. Ah oui, de toute évidence, de toute évidence. Ces gens qu'on qualifie d'anti-France, en réalité, donc c'est un agglomérat de gauche et d'extrême gauche, et puis parallèlement à ça, d'une population qui n'est pas intégrée. C'est une évidence pour tout le monde, je crois, aujourd'hui. Ces gens ont un ennemi commun, c'est la France, et pour autant n'ont rien d'autre en commun. On n'imagine pas demain des wokistes qui vous vantent les qualités transgenres s'associer à des djihadistes pour qui même la femme doit rester dans la cuisine. Donc ça semble assez peu compatible, tout ça. Si ce n'est, encore une fois, cette haine commune de la France et de cette vieille France qui, pour eux, est rance. Ouais, mais on le voit depuis les 7 ans, l'État a cherché à diviser les gens, entre celui qui est pour les mesures sanitaires, celui qui est contre, celui qui est pour l'Ukraine, celui qui est pour la Russie, celui qui est pour Israël, celui qui est pour la Palestine. Enfin, on est alors qu'on dit que la République c'est une et indivisible. Voilà, une et indivisible. Là, on est complètement divisible. Mais comment a-t-on fait pour en arriver là ? Avec un autre point, c'est que dans ce que vous avez dit, ces deux parties, il y en a une qu'on met en avant. On dit c'est ceux-là qui sont les bons. Que ce soit le Covid ou ailleurs, c'est ceux-là qui sont les bons. Vous savez, vous avez vu que M. Mélenchon a parlé des Français de souche en disant « chouette, il y a de moins en moins de Français de souche ». Et je pense que leur but, c'est, en fin de compte, pour eux, la France, c'est un territoire, c'est tout. Et ce territoire nécessite une population qui peut être changée du jour au lendemain, c'est pas un problème. Parce que l'idée essentielle, c'est l'idée de territoire. Et cette idée de territoire, elle leur va d'autant mieux que justement, en faisant arriver des masses considérables, et vous l'avez vu dans leur doctrine, dans leur programme, ils sont prêts pour des problèmes de réchauffement climatique. D'ailleurs, je vous ferai remarquer comment tout
vous savez, comme les poupées russes, tout se met l'un sur l'autre. Hein. C'est grâce au réchauffement climatique que l'écologie, que l'immigration, que ceci et que cela. Et donc, que doit disparaître cette France, en effet, cette France qui, elle, n'est pas simplement un problème de territoire, elle est un problème de racines. Hein, c'est comme un arbre. Vous avez l'arbre, mais vous ne pouvez pas parler que de l'arbre si vous ne parlez pas des racines, parce que si vous coupez les racines, l'arbre n'existera plus. Et la France, pour moi, n'existera plus si vous n'avez qu'un territoire dans lequel n'importe qui peut passer à la place de quelqu'un d'autre. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.